Bienvenue à cette nouvelle édition d'information sur la télévision Pacifique. Au sommaire de l'actualité, il faudrait 9 millions de dollars américains au ministère des Affaires étrangères pour payer 2 mois d'arriérés à son personnel pléthorique, informe le chancelier haïtien Antonio Rodrigue, qui a répondu jeudi à la convocation de la Commission Affaires étrangères du Sénat. Après 2 demandes de report, le CSPN a finalement répondu jeudi à la convocation de la Commission Justice et Sécurité publique du Sénat. Parmi les points abordés, la détérioration du climat sécuritaire du pays en ces derniers jours. Des ouvriers de la sous-traitance menacent de relancer leur manifestation de rue si l'exécutif ne renvoie pas Fritz Charles et Pierre Polycarpe, 2 des 3 personnalités censées les représenter au sein du Conseil supérieur des salaires. Haïti, à travers sa monnaie, c'est le titre d'un ouvrage de l'historien haïtien Michel Soka, retraçant l'évolution de la monnaie nationale à travers l'histoire, produit par la BRH, découvert par la presse ce jeudi. Dans l'actualité internationale, l'ancien chef du FBI, James Comey, a livré un témoignage exceptionnel sur le président américain Donald Trump lors de son audition publique ce jeudi par la commission du renseignement du Sénat américain. Le développement de ce journal, c'est dans quelques instants. Bienvenue au développement de ce journal. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères a répondu jeudi à la convocation de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, qui a essentiellement porté sur les difficultés qui paralysent le fonctionnement de la diplomatie haïtienne, le processus de renouvellement du TPS pour les migrants haïtiens aux États-Unis et le processus de régularisation des documents d'identité en faveur des Haïtiens vivant en République dominicaine. Pour seulement 2 mois, l'État central a besoin de près de 9 millions de dollars américains pour s'acquitter de ses dettes envers les diplomates haïtiens affectés aux différentes représentations d'Haïti à l'étranger, explique le ministre des Affaires étrangères et des cultes Antonio Rodrigue. Suivez. Nous avons 2 mois de payer 9 millions de dollars parce que nous dépassons 4,2, jusqu'à 4,5 millions de dollars par mois pour payer diplomates, pour assurer le fonctionnement de la mission. Donc, ouais, ça fait, disons, 8 à 9 millions de dollars. Nous avons 2 mois. Et nous déjà rentrés dans juin. Tout à l'heure, juin, pour faire 3 mois. Comme le sénateur dit, comme le président dit, dire que nous faisons pour établir des critères. Parce que quand même, là, un choc dans le pays, là, un choc. Donc, il y a des rappels qu'on va faire, évidemment. Parce que nous ne pouvons pas être comme ça. Parce que si nous sommes comme ça, c'est diplomatie qui va l'effondrer. On ne peut pas payer le monde. Ensuite, il y a des problèmes aussi dans les pays. Vous prenez les États-Unis, vous prenez la République dominicaine, le gouvernement a commencé à demander nous mettez dans l'ordre, mettre l'ordre dans la diplomatie. Nous. Tout le monde, son seul barrière, ouais, c'est question de qui est-ce qui m'aide. Leur font bagarre des critères objectifs qui ne sont pas basés sur ni appartenance ni rien. À ce moment, personne ne peut dire rien. Ou soit un monde qui ne peut pas venir travailler. Il y a des gens qui, chaque mois, ils touchent quoi, c'est ça, ils passent pour un chèque, ou même ils déposent le bureau. Donc, comme on ne sait pas qu'il y a le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Vallière Beauplan, a pour sa part exhorté le ministre Rodrigue à opérer une réforme au sein de la diplomatie haïtienne, recommandant même la révocation de tous les employés jugés incompétents dans le système. Vallière Beauplan. Nous faisons recommandation à l'affaire étrangère pour qu'on réforme avec de grandes lignes. Nous avons besoin de garder avec le ministre et confirmer avec la nécessité pour qu'on réforme dans la diplomatie, pour qu'on ait effectivement diplomatie au service du développement. Mais ne pas de réforme ça fait n'importe comment. Nous t'invitons pour nous débattre avec les mêmes grandes lignes réformes là, ce que les fait, que réforme là pour qu'on lance les non stade embryonnaire, côté ces grandes lignes yo, cap fait discussion yo et cap fait entre eux-mêmes. Et sous peu, nos prochaines invitations, la petite grande ligne réforme qui budget qui va accompagner les réformes ça. Moi, j'ai une proposition de loi, puisque on vide au niveau diplomatie, pas de normes qui régit le fonctionnement, ça qui existait comme règle datée de 58. Moi, proposer à Sénat un projet, une proposition de loi que nous pouvons voter, parce que pour qui ça ne peut pas passer dans la phase vote. Moi, je voulais à ce que moi, je travaille avec le ministère des Affaires étrangères, puisque c'est une loi qui parle en faveur et diplomatie qui parle en faveur pour le ministère des Affaires étrangères, il faut que vous appliquez ou pas qu'à font loi et puis son obstacle devenu pour les gens qui t'a doué et servir à loi ça. Nous devons garder la qui côté bagarre difficile, qui ça que nous sommes capables de porter comme amélioration. Et malheureusement pour ça, pour qu'on n'ait pas de temps de débattre, nos prochaines séances de débattre.
Concernant l'éventuelle réforme de la diplomatie haïtienne prônée par le chancelier Antonio Rodrigue, l'un des membres de la commission Affaires étrangères, le sénateur Joseph Lambert, exhorte d'éviter toute chasse aux sorcières. Suivez les recommandations de Joseph Lambert. Travail plus particulièrement Washington, New York, etc. Puis c'est joindre un minimum. Espérer peut-être que minimum ça va continuer pendant l'intervalle là et entreprendre toute démarche diplomatique et toute démarche amicale dans le rapport bilatéral pays à pays et autres, etc. Vu côté historique que nous gagnons tout dans le thème de combat pour l'indépendance des États-Unis en termes d'appui et autres, etc., que nous connaissons pour tout, puis ouais nécessité, je dis du train où ça va, avec problèmes mathieux qui sont passés, problèmes économiques que nous gagnons, puis continuer nous en main levée, toujours nous considérer tête nous comme un État souverain qui lui-même supposé prend comme c'est qu'à dire responsabilité. Alors toujours est-il n'a pas précisé que dans niveau ça nous sommes capables seulement complémenter diplomatie nous ministère des Affaires étrangères pour l'effort que vous faites et résultat minimal que je viens en tant que président dit bien que période mal choisie et puis dans la question win-win gagnant-gagnant eh bien, période anti-gens mal évolué et très mal pour nous. Mais cependant, réalité en est là, il faut combat continuer pour nous continuer à assister compatriotes que dehors. Notons que tout au long des échanges, les sénateurs ont insisté sur le fait que les principales démarches entreprises par l'administration Jovenel Lafontaine auprès du gouvernement américain concernant le dossier de renouvellement du TPS pour les Haïtiens vivant aux États-Unis n'ont pas été entreprises au moment opportun, particulièrement la correspondance adressée par le président Jovenel Moïse à son homologue américain Donald Trump pour solliciter un prolongement du statut de protection temporaire. Autre information à ce journal, les ouvriers de la sous-traitance menacent de relancer leur série de manifestations de rue si l'exécutif ne renvoie pas 2 des 3 personnalités censées les représenter au sein du Conseil supérieur des salaires. Moins de 24 heures après l'installation des membres du CSS par le président Jovenel Moïse, les protestataires sont à nouveau montés au créneau pour dénoncer la nomination de Fritz Charles et de Pierre Polycarpe comme représentants du secteur syndical. Selon ces ouvriers, ces 2 personnalités sont des entrepreneurs qui n'ont rien en commun avec la lutte des travailleurs. Écoutons les explications au micro de Esdras Fizemi et de Rigueur Noël. Nous dit, ministre là, pas persistant, sous question de nous révoquer, dès lundi pour retourner. Si pas gagné, tout le monde qui tourne dans le poste de travail, dès la semaine prochaine, mobilisation, il va relancer. Bon commission, il va mettre sous pied pour vérifier en dedans d'entreprise, côté patron, on te dit, où nous t'écrasé, nous t'es brisé. C'est vendredi, lundi, bon conclusion, à partir de lundi, tout le monde qui est dehors, après prendre train. Et le président fait qu'on ait 300 bus qui sont venus pour le transport ouvrier. Et nous avons contesté ça, le président fait hier. La map dit arrangé, nous-mêmes, nous toujours là, pas chier. Et là, c'est nous là, et nous mettons pas dans notre taille pour nous piler le béton. Et le président détourner sous décision, il prend. Nous clairs sur ça. Haïti à travers sa monnaie, c'est le titre d'un ouvrage de l'historien Michel Sokar, produit par la Banque de la République d'Haïti, dont la vente signature se fera samedi 10 juin à l'hôtel Oasis à Pétionville. Cet ouvrage qui retrace le parcours de la monnaie nationale à travers l'histoire de la période précolombienne des Taïnos à l'époque contemporaine a été présenté jeudi à des journalistes au centre de convention de la BAH. L'occasion pour Jean-Daniel Dutreuil, l'un des responsables du musée numismatique de l'institution, de souligner qu'un peuple s'identifie grâce à son histoire, qui se raconte notamment à travers sa musique, sa peinture et sa littérature. Suivez cette déclaration. La connaissance de l'histoire s'avère donc indispensable pour appréhender le monde. En effet, l'histoire est au cœur de la mémoire collective d'un peuple ou d'une nation. Elle est un ensemble de références à partir duquel se construit une grande partie de l'identité d'un groupe social. Elle s'appuie donc sur les traces du passé qui ont été conservées jusqu'à maintenant. Ces traces peuvent se présenter sous des formes très diverses, regroupées en sources matérielles à travers les productions humaines telles que les monnaies,
En sources figuratives ou iconographiques, les peintures, les gravures. En sources écrites, les inscriptions, les textes numérisés. Et en sources audiovisuelles, les paroles, les musiques. À travers l'histoire que racontent les monnaies et les billets qui ont eu cours légal dans notre pays, par le biais de l'exposition Haïti, sa monnaie, son histoire, la BRH offre à chaque Haïtien l'opportunité de plonger dans le passé de son histoire pour s'identifier d'abord, se ressourcer et s'affirmer afin de mieux affronter le présent. De son côté, l'écrivain Michel Soukar s'est félicité de la réalisation de cette œuvre consacrée à l'un des vestiges du patrimoine haïtien. Selon lui, tout le monde doit s'approprier ce pan de l'histoire nationale en raison de l'utilisation quotidienne de la monnaie locale. Suivez les extraits de sa déclaration au micro de nos collaborateurs. Quelqu'un qui va lire ce livre, quelle que soit la personne, même si ce lecteur ne sait à rien dans l'histoire d'Haïti, eh bien, il va avoir en tête, il va avoir sous les yeux, et disons les différentes phases de notre histoire, illustrées admirablement bien. C'est comme si vous teniez en main le musée de la monnaie haïtienne. C'est comme si vous visitiez un musée. Et toutes les pièces vous étaient expliquées et restituées à leur époque. Les circonstances, le pourquoi et le comment. Donc ce livre-là, c'est un musée qui vous parle. Il y a un ordre chronologique qui est suivi et qui porte l'accent particulièrement sur des périodes où des monnaies ont été frappées, des pièces de monnaie ont été frappées, où des papiers monnaie ont été imprimés. Et cela explique donc, cela raconte et explique à ce moment-là les moments importants de notre histoire. Et je le répète, depuis la période Taino, en passant par la colonisation espagnole, la colonisation française, et ensuite, bien sûr, la période dite haïtienne, et après la période de la domination américaine qui continue jusqu'à présent. Notons qu'après sa vente signature, Haïti à travers sa monnaie sera disponible en librairie au prix de 8500 goudes. Dans l'actualité internationale, l'ancien chef du FBI, James Comey, a été auditionné publiquement ce jeudi par la Commission du renseignement du Sénat des États-Unis. Les parlementaires enquêtent sur l'ingérence russe durant la campagne présidentielle américaine. L'audition s'est achevée après un témoignage fleuve de 2h40. Revivons un moment de cette audition avec nos confrères d'Euronews. Le témoignage de James Comey devant le Congrès à Washington. L'ancien directeur du FBI était interrogé sous serment devant la quinzaine de membres de la commission du renseignement du Sénat au sujet de Donald Trump et de la Russie. 2h30 de questions et de réponses diffusées en direct sur toutes les grandes chaînes de télévision américaines. Avez-vous des doutes sur le fait que la Russie ait tenté d'intervenir dans les élections en 2016 ? Non. Avez-vous un doute sur le fait que le gouvernement russe était derrière les intrusions dans le camp démocrate et dans les fuites qui ont suivi ? Non, aucun doute. Avez-vous un doute sur le fait que le gouvernement russe était derrière la cyberintrusion dans les fichiers électoraux nationaux ? Non. Avez-vous des doutes sur le fait que des fonctionnaires du gouvernement russe avaient pleinement connaissance de ces activités ? Aucun doute. Êtes-vous sûr qu'aucun vote exprimé lors de l'élection présidentielle de 2016 n'a été changé ? J'en suis sûr. Jusqu'à ce que je quitte mon poste de directeur, je n'avais pas vu la moindre indication. Est-ce que le président vous a demandé à un quelconque moment d'arrêter l'enquête du FBI sur l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016 ? Non, pas à ma connaissance. James Comey a raconté en détail et d'une voix posée son malaise après des conversations avec le locataire de la Maison-Blanche. Pourquoi a-t-il consigné par écrit le contenu de ces conversations ? La question lui a été posée. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, lors de l'une de ces réunions, que vous deviez prendre des notes écrites ? Plusieurs choses. Les circonstances d'abord, le sujet et la personne avec qui j'échangeais. Pour les circonstances, j'étais seul avec le président des États-Unis, le président élu qui allait être président. Le sujet, je parlais de questions qui touchent à la responsabilité même du FBI et qui concernent personnellement le président élu et la nature de la personne.
J'étais sincèrement préoccupé par le fait qu'il puisse mentir sur la nature de nos rencontres. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était très important d'en garder la trace. Ce sont toutes ces choses que je n'avais jamais vécues auparavant qui m'ont poussé à croire que je devais prendre des notes écrites et que je devais l'écrire de manière très détaillée. Y a-t-il eu tentative d'entrave à l'enquête que menait alors James Comey? Ce n'est pas à moi à le dire, a répondu l'ex-patron du FBI. Jusque-là, pas de commentaire direct de la part de Donald Trump. C'est la fin de cette édition d'information sur la télévision Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation. À bientôt.